Succession à la tête du SDF, Joshua Ossi, premier vice-président du Social Democratic Front, a été coopté au poste de président national du parti. Cette décision prise par le comité exécutif national à l'issue d'une réunion tenue le 9 septembre dernier vient en quelque sorte conforter les supputations faites autour de la présidence du parti, mais qui attendaient tout de même d'être confirmées à l'issue du 10e congrès qui doit avoir lieu en fin d'année. Rappelons que ce poste a été occupé pendant plus d'une décennie par le chairman Nidjon Frundi, décédé au mois de juin dernier, et le député assurait l'intérim. Nous analysons cette décision du NEC avec Nadège Mapigwe, épouse Tejoute, membre de la commission régionale du littoral SDF. Une autre décision nous intéresse ce midi, c'est celle du MINSEC, relative aux frais de dossier des examens relevant de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Ceci passe de 9 500 francs CFA à 12 000 francs CFA, suscitant le courroux au sein de l'opinion publique. Mesdames et messieurs, le Grand 7, votre rétrospective de l'actualité, c'est sur Dash News. A tout de suite. Mesdames et messieurs, le Grand 7, c'est votre rétrospective de l'actualité, vous le savez déjà, de la semaine au Cameroun et sur le continent africain. Après le Maroc dévasté la semaine dernière par une catastrophe naturelle, la Libye, elle aussi, a connu des inondations meurtrières. Au moins 11 300 personnes sont mortes et 10 100 restent portées disparues dans la seule ville de Derna, dans l'est de la Libye. On fait le point en images. Après son appel à l'aide internationale, la Libye a reçu de nombreuses réactions. La Turquie, nation amie et fraternelle, a envoyé 3 avions comprenant une équipe d'aide humanitaire et de secours. La France a, quant à elle, promis la mobilisation d'une aide d'urgence pour le pays. Sur le réseau social X, l'ambassadeur des États-Unis en Libye, Richard Norland, a annoncé que l'ambassade avait émis une déclaration de besoins humanitaires qui autorisera un financement initial que les États-Unis fourniront en soutien aux efforts. L'Union européenne indique elle aussi par l'intermédiaire de Joseph Borrell, chef de la diplomatie, suivre de près la situation et se tient prête à apporter son soutien. C'est environ un quart de la ville de Derna, dans l'est de la Libye, qui a été rasée par les inondations. Selon les autorités, les 2 principaux barrages de la petite rivière de Wadi Derna ont lâché dans la nuit de dimanche à lundi 11 septembre, provoquant d'énormes coulées de boue, détruisant des ponts et emportant de nombreux immeubles avec leurs habitants de chaque côté de l'Oued, avant de se déverser dans la Méditerranée. Plus de 2000 morts, environ 7000 blessés et plus de 5000 personnes portées disparues. Le bilan de cette catastrophe n'est toujours pas confirmé. Le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Abdelhamid Beibe, a décrété 3 jours de deuil national, avec mise en berne des drapeaux. C'est un premier appel d'aide que lance l'ONU. 66 millions d'euros, c'est la somme qu'espère récolter l'organisation pour venir en aide à seulement 250 000 sur les 900 000 estimés dans le besoin pour les 3 prochains mois. C'est environ un quart de la ville de Derna, à l'est de la Libye, qui a été rasée par les inondations. Selon les autorités, les 2 principaux barrages de la petite rivière de Wadi Derna ont lâché dans la nuit de dimanche 10 au lundi 11 septembre, provoquant d'énormes coulées de boue, détruisant des ponts et emportant de nombreux immeubles avec leurs habitants de chaque côté de l'Oued avant de se déverser dans la Méditerranée. Près de 4000 morts, plusieurs milliers de blessés et personnes portées disparues. Le bilan de cette catastrophe ne cesse de s'alourdir. Rien n'est encore fixe. Le chef du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Beibe, a décrété 3 jours de deuil national après la catastrophe. Des drapeaux avaient été mis en berne. Le gouvernement d'Union nationale libyen a annoncé dans un communiqué l'allocation de 2 milliards de dinars libyens, environ 447 milliards de dollars, à la reconstruction des villes ravagées par les inondations consécutives au passage de la tempête méditerranéenne Daniel dans la nuit du 10 au 11 septembre. Cette enveloppe
sera mise à la disposition du Fonds de construction des villes de Benghazi et d'Ema pour reconstruire et réhabiliter les zones détruites par les crues et les pluies dans plusieurs agglomérations situées dans l'est du pays. Les pluies torrentielles ont provoqué d'énormes glissements de terrain et d'importants dégâts aux infrastructures, notamment dans les villes de Dema, Benghazi, Sousse, El Beida et Al-March. Le dernier bilan officiel annoncé mercredi soir par le ministère de la Santé fait état de 3800 morts dans la seule ville de Dema où un déferlement d'eau a rompu 2 barrages. Interrogé, le maire de Dema estime, lui, que le nombre de morts dans la ville pourrait atteindre entre 18 000 et 20 000 compte tenu du nombre de quartiers détruits par les inondations. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fait état de son côté de milliers de morts et de plus de 10 000 disparus. La manne gouvernementale va donc aider aux survivants et autres victimes de reprendre une vie normale. Voilà donc le bilan, le point de la situation en Libye, pays ravagé par les inondations. Nous en venons aux thématiques arrêtées ce jour. Bonjour Nadège Tedjoude. Oui, bonjour Audrey, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour particulier à l'honorable Joshua aussi, qui fait la une des médias et puis de la rue en ce moment. Et puis je suis très émue du sujet que vous avez mis ce jour, parce que cela va permettre de lever les zones d'ombre qui est sur la personnalité de Joshua aussi en ce moment. Il s'agit donc d'un nouveau rebondissement au sein du parti d'opposition camerounais, le Social Democratic Front. Je vous le disais à l'entame de cette émission, Joshua aussi, le premier vice-président du parti, vient d'être désigné président national à l'issue du comité exécutif national qui s'est tenu à Yaoundé. Une décision qui intervient alors que les candidatures pour la désignation du chairman du parti sont encore ouvertes. Marie-Van Dongo signe ce reportage. Joshua aussi coopté à la présidence nationale du Social Democratic Front par le National Executive Committee, le NEC. Le comité réuni à Yaoundé s'appuie sur l'article 18.6 des statuts du parti. Celui-ci stipule qu'en cas de vacance par le décès, de démission ou de disqualification d'un membre d'un comité exécutif, le comité en question peut désigner un remplaçant sous réserve de ratification par le prochain congrès. Joshua aussi, premier vice-président national, remplace ainsi le chairman Nidjon Frundi, fondateur et dirigeant historique du parti, décédé le 12 juin dernier à Yaoundé des suites de maladie. Il est chargé d'accompagner le parti jusqu'à l'élection du prochain chairman, qui se tiendra au 10e congrès prévu au mois d'octobre prochain. Pour cette échéance, plusieurs militants ont déjà déposé leur candidature. Le délai de dépôt venant des régions est fixé au 24 septembre 2023. Depuis l'annonce de la nouvelle, une polémique s'est installée au sein du parti politique d'opposition. Pour certains membres, Joshua aussi n'est pas à sa place. Le NEC a par ailleurs félicité Amadou Yakouba et John Konamakia, élus respectivement présidents régionaux du SDF au nord et sud-ouest Cameroun. Le Social Democratic Front est également en pleine restructuration de ses organes. Alors, Nadège Tedjoude, le député Joshua aussi désigné par le NEC, sans grande surprise, car on sait la place qu'occupe le premier vice-président, même avant la mort du chairman Nidjon Frundi. Mais c'est une décision qui intrigue un tout petit peu. D'autant plus qu'on sait que plusieurs candidatures sont déposées pour cette même présidence. Non, mais quand vous parlez d'intrigue, c'est ça qui est même un peu important parce qu'il ne devrait pas avoir d'intrigue. Il ne devrait pas avoir de réflexion. Il ne devrait pas avoir même de... Je sais pas, les gens ne devraient pas chercher à polémiquer ou bien chercher à comprendre. Simplement, comme vous avez dit dans votre reportage, les statuts ont prévu cela. Les statuts ont prévu en cas de vacances qu'on peut remplacer. Ce n'est pas un individu qui s'est levé. Il a dit, Joshua aussi, place-toi là. Pardon, honorable Joshua aussi, place-toi là. Non, c'est un comité exécutif, le comité suprême, l'organe suprême du parti qui a pris cette décision-là. Ce n'est pas un individu. Et prend la décision
en lien avec les statuts du parti, l'article 18 18.6. Est-ce que c'est ce qui justifie le fait que le comité n'ait pas attendu la tenue du 10e congrès? Non. Comment attendre le 10e congrès alors qu'il y a les activités en cours qu'il faut gérer? Il faut toujours quelqu'un qui va propulser ou bien qui va organiser ou bien qui va suivre le parti en attendant le congrès. Il le faisait par intérim, Nadège. Maintenant, il faudra que cela soit... Il l'a fait par intérim parce qu'en ce moment-là, le chairman était encore là. Il n'était plus parmi nous comme aujourd'hui. Il était encore là. Il avait la décision, la signature de le faire par intérim. Maintenant, ce n'est pas par intérim qu'il le fait, qu'il doit le faire. Il doit le faire maintenant par vacance de pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a vacance de pouvoir, il y a constat de vacances. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans les statuts et lire les statuts et voir ce qu'on demande de faire. Et puisque les statuts demandent de coopter quelqu'un, le choix s'est porté sur sa personne. Donc, vous voulez nous faire comprendre qu'on n'est pas en droit de penser que le NEC, en se précipitant de la sorte, craint quelque chose? Non, le NEC ne se précipite pas. Au contraire, pour moi-même, c'était en retard. Il y a eu un NEC. Moi, j'étais au NEC déjà pour vous dire. Donc, je ne parle pas comme si je n'étais pas au NEC. Les 4 derniers NEC, je suis à tous les NEC qui se sont passés jusqu'à aujourd'hui. Le NEC n'a pas précipité. S'il fallait précipiter même, on devrait le faire pendant même que le chairman était encore en vie. Pourquoi? Parce que déjà même la signature qu'il avait laissée était contestée. Les gens ne comprennent pas que quand tu es un papa qui a autour de toi plusieurs enfants, et l'enfant qui est habile à faire les activités de la maison, à organiser la maison, à faire ceci, à faire cela, qui est toujours près de toi en train de demander « Mais papa, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Papa, demain, qu'est-ce qui manque? Papa? » Il faut à tout prix que ce papa-là, dans son état, essaie de dire oui, l'enfant essaie de suivre. Mais cette logique a été à l'origine de grandes dissensions au sein du parti, Nadège. Non, ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Nous sommes en train de parler de le fait qu'il a été intérimaire avant qu'il ne soit coopté. Il était présent. Il a montré qu'il a les capacités. N'oubliez pas qu'il était candidat à la présidentielle. Pour dire qu'il a tellement d'atouts, il avait tellement d'atouts pour être intérimaire à cette époque-là. Il faut aussi savoir, il est le premier vice-président. Nous avons 5 vice-présidents. Il est le premier. Donc, ça veut dire que si vous allez dans nos statuts, vous allez voir les différentes fonctions de chaque vice-président. Donc, en tant que premier vice, accompagné à sa proximité dans la gestion du parti, dans le souci de faire vivre le parti en l'absence du chairman étant en santé, il a été intérimé et signé. Maintenant qu'il nous a quittés, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Je ne peux pas vous dire, vous le savez, il était question pour nous de faire notre congrès en juillet, le 27 juillet. Et ce congrès-là était un congrès que le chairman lui-même avait voulu que ce soit fait depuis le mois de mai. Mais c'est toujours dans le même NEC. Pour vous dire que les décisions du NEC ne sont pas des décisions que nous allons encore réfléchir ou bien chercher à comprendre pourquoi. On n'a pas à le faire. Pourquoi? Déjà, au mois de mai, le chairman avait voulu que le congrès se passe au mois de mai. C'était ça sa logique. En lisant les statuts du parti, on lui avait fait comprendre que non, c'est au moins en telle période. Il devait avoir son anniversaire. À vous entendre parler, on a l'impression que vous n'aimeriez pas, vous n'êtes pas en accord sur tout ce qui se dit par rapport aux décisions prises par le NEC. Mais on ne va pas éluder le fait que cette décision prise par le NEC peut être interprétée autrement, c'est-à-dire démontrer la frilosité du camp aussi. Est-ce qu'il y a un camp au SDF? Le SDF n'a pas de camp. Il y a un seul SDF qui existe. Il y a un seul SDF qui existe. Il y a un seul SDF qui existe. Le SDF qui existe, c'est le SDF qui a pour secrétaire général Maître Adeline Djomga, qui a pour premier vice-président l'honorable Joshua aussi. Déjà, si je peux citer les 2 personnes-là, et d'autres membres qui sont dans ce bureau-là, pour l'instant, je ne peux pas me mettre à vous dire qu'il y a 2 SDF. Il n'y a pas 2 SDF, il y a un seul, jusqu'à présent. Et si vous me dites que il y a contradiction,
il y a contradiction avec ce que les autres disent. Je ne sais pas qui sont les autres. Le SDF a des statuts, a des règlements, a des personnes, a des postes. Que chacun travaille à son poste. Si tu es dans un poste et que tu te rends compte que tu n'as pas les capacités de gérer ce poste-là parce qu'on travaille par compétence. C'est tout ce qui est l'honorable Joshua Aussi, c'est toujours la compétence. Si tu te rends compte que tu n'es pas compétent à ton poste, tu vas faire quoi? Tu vas te mettre à l'écart. Mais quand tu te mets à l'écart, il ne faut pas pointer quelqu'un de doigt. Non. Non, il ne faut pas le faire. Donc, pour le moment, moi, je pense que jusqu'à présent, le SDF va assez bien. Assez bien, surtout parce que... on a compris, Nadège, j'aimerais qu'on reparle de cette décision du NEC. On a compris ce que vous avez dit, mais j'aimerais bien vous poser la question. Est-ce que les conditions d'éligibilité ont été respectées ici? On n'était pas une élection, on n'a pas élu, on a juste respecté les statuts textes du parti, le 18-6, qui demande qu'en cas de vacances de pouvoir, qu'on puisse coopter, on n'a pas nommé, qu'on puisse coopter quelqu'un pour les affaires courantes. Et la personne, le choix était porté sur Joshua Aussi. En plein NEC, ce n'est pas un seul individu, j'insiste sur ça. Ce n'a pas été prémédité, c'est en plein, j'étais à ce NEC-là, c'est en pleine réunion qu'on a parlé de vacances et puis les militants ont levé la main, ont dit mais qu'est-ce qu'on fait sur ce poste-ci, il y a le conseil de vacances, qu'est-ce qu'on fait? Le débat était ouvert là, sur place. Et quand on a ouvert le débat, à la fin, le choix était porté sur l'honorable Joshua Aussi, et qui, jusqu'à présent, moi, je pense qu'il fait déjà bien son travail. Et ce n'est qu'une semaine qu'on lui a donné. Donc, nous, plutôt, on l'attend sur le terrain pour qu'il puisse vraiment respecter... Comment cette décision a été prise au sein du parti, Nadège? Pardon. Comment est-ce que cette décision a été prise au sein du parti? Je viens de vous dire que cela... Bon, comment cela a été pris dans l'assentiment des... Effectivement. Avec l'unanimité. Avec joie. Je vous dis, le NEC, au NEC, il y a les 10 présidents régionaux, dont les présidents des régions sont présents au NEC. Vous voyez un peu. Si les présidents des régions sont là, ça veut dire que quand eux, ils sont là et qu'ils valident, ils vont valider une décision, ça veut dire que c'est à l'unanimité. On va aller... Les présidents représentent toute une région. Est-ce qu'on va aller individuellement appeler chacun? Est-ce que toi, tu es d'accord? Est-ce que toi, tu n'es pas d'accord? Non. Le président régional étant présent, sa voix compte, puisqu'il est membre statutaire du NEC, sa voix compte pour toute sa région. Il rentre, il rend compte. Et quand il rend compte, il se met au travail. C'est tout. C'est tout. Quand on parlait dans le reportage tout à l'heure que il ne faut pas oublier que nous sommes en plein renouvellement. Il s'agit de ça. L'honorable Joshua Aussi, depuis que ce travail a été mis, il y a des personnes à qui on a confié des régions où ils devaient aller travailler. Ils ne sont pas allés. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles personnes qu'il faut envoyer. Si lui n'est pas, si officiellement, il n'est pas, il n'a pas l'onction, par exemple, du NEC, de pouvoir monter des équipes pour envoyer dans ces endroits les travailler. S'il n'y a personne qu'on choisit pour le faire, ça ne va pas continuer, les gouvernements vont s'arrêter. Mais il faut quelqu'un actuellement pour prendre des décisions. Les régions qui n'ont pas encore été renouvelées et que les dates ont dépassé avec l'âge, que lui, la personne qu'on a mis, l'honorable Aussi, puisqu'il est là actuellement, il peut parler et que cela s'exécute plus rapidement parce que c'est à l'unanimité qu'on l'a coopté pour remplacer le chairman. Donc maintenant, pour vous dire, pour confirmer ce que je vous dis, par exemple ici dans la région de Littoral, notre sénateur, le sénateur Mouchiga, il est là, on a fait une réunion hier, je vous ai dit ça hier, j'étais à une réunion hier avec lui. C'est par rapport à la région du Littoral. Puisque dès qu'on a fait le NEC, après l'honorable Aussi déjà dans ses fonctions, a donné les délais à certains responsables d'organisation des structures de travailler, de descendre sur le terrain, d'aller vite. Parce qu'il faut respecter le congrès qui va se tenir à la fin du mois. Donc moi, je pense que pour l'instant, tous les militants
contents. Les choses se passent plutôt très bien. Tous les militants sont contents, même Godin Zama et Shewa David, tous deux qui avaient déclaré leur candidature à cette même présidence. Ils sont très très contents. Si je veux même aller plus loin, je salue alors Shewa en passant s'il nous suit. Au NEC, il était au NEC. Je vais vous dire très simplement. Pour assister au NEC, il y a les membres du NEC. Vous voyez un peu. Mais quand tu n'es pas membre du NEC et que tu es membre et que tu voudrais assister à ce NEC-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois voir ton président régional qui, à son tour, doit écrire une liste pour les observateurs de sa région. Vous voyez un peu. Qui voudraient participer au NEC. Ça veut dire pour être observateur, pas pour avoir la parole. Alors, le candidat Shewa dont vous parlez, n'étant pas premièrement membre du NEC, a été présent dans ce NEC comme observateur. Écoutez-moi très bien. Comme observateur, mais il avait des envies de parler. Et pour la première fois, on a donné la parole à un observateur. C'est ce que l'honorable Joshua a fait. Il lui a donné la parole à la fin du NEC. Parce que quand on a même fini avec le NEC, avec les divers et tout, il a levé la parole. Il a la main. Là, c'est une révélation que je vous fais parce que vous parlez de lui. Quand il a levé la main, toute la salle a hurlé. Non, 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 il n'a pas droit à la parole. Il est observateur. Non, comme ils le font à tout observateur qui lève la main parce que ce n'est pas ça les statuts. Quand tu es observateur et qu'on t'a accepté dans la salle, c'est pour que tu t'asseyes, tu écoutes. Si tu as quelque chose à dire, tu dis à ton président régional et le président régional parle au NEC parce qu'il faut moins que ce soit discipliné. Mais lui, personnellement, il a levé la main, il a pris, et la salle a hurlé, mais l'honorable lui a donné la parole. C'est quelque chose qui nous a même d'abord tous surpris, où on a commencé à dire, mais comment il peut faire ça, comment il fait ça? Mais il a donné la parole. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de problème, il a posé ses préoccupations qu'il avait et on lui a répondu et il s'est assis. Et moi, ce qui m'a même intriguée, c'est qu'à la fin, quand les gens essayaient de faire des causeries en aparté, lui, il était avec l'honorable aussi. Je les ai observés plus de 10 minutes en train de causer. Donc, je pense qu'il y a un problème. Et il y a deux autres candidats. Je suis rentrée avec eux dans la même voiture. Personne n'a parlé de pourquoi est-ce qu'on l'a coopté. Personne. Si c'est ça, ils vont vous demander un droit de réponse sur ce que je dis. J'étais avec, il y a deux autres candidats en dehors de Shewa. Il y a Ngepi et il y a un autre de l'Ouest, de Mungo, qui était là, que communément on l'appelle Kiki, de Paris. Sûrement, vous l'avez vu. Il était là, nous sommes rentrés ensemble. Tous étaient là, il y a 3 candidats. Mais l'honorable Joshua aussi, jusqu'à présent, non, vous avez compris, mais sachez que jusqu'à l'heure actuelle, l'honorable Joshua n'a pas encore déclaré sa candidature. Il n'a pas encore déclaré. Parce qu'il y a un temps pour ça. Tu ne peux pas dire que tu as déjà déclaré ta candidature quand tu n'as même pas encore payé les frais de candidature. Il faut payer tes frais. Attends, soyons logiques. Même dans une réunion simple, tu veux être candidat, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu payes tes frais. Tu retires ta fiche de candidature, non? Mais jusqu'ici, à ma connaissance, par rapport au dernier NEC, on n'a pas annoncé... Peut-être parce qu'il savait déjà qu'il allait être porté comme président du parti. Shewa? Non, je parle de Joshua aussi. Non, mais il s'agit... Non, c'est différent. Nous parlons de candidature à la présence du parti. Oui, effectivement. Oui. Il ne peut pas, parce qu'il serait candidat et on le coopte encore. Vous-même, vous voyez qu'il ne peut pas être juge et parti. Donc, la cooptation n'a rien à voir avec la candidature. On attend encore les candidats. On attend les candidatures. Et on pense que jusqu'à la date limite, les gens vont déposer leur candidature. Et le quorum électoral est connu. Hein. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas le peuple en général. Ce n'est pas tous les militants du SDF qui vont voter. Non. Donc, il faudrait que le téléspectateur comprenne, malgré le fait que Joshua aussi a été coopté par le NEC, les candidatures peuvent être encore prises. Bien sûr, jusqu'au 24. On attend les candidatures. Lui-même, il n'a pas encore déposé sa candidature. Sauf si, parce que s'il avait fait, c'est que le NEC, pendant le NEC du week-end passé, c'est qu'on a dit
qu'il a déclaré. On n'a même pas dit que quelqu'un avait déclaré, parce que tout ce qui est fait jusqu'ici, c'est sur les réseaux sociaux, c'est les conférences de presse qu'on fait comme ça. Mais personne n'a encore déposé. Quand on dit tu as déposé, ça veut dire que tu as rempli les conditions. Tu as déposé tes frais, tu as retiré ta candidature, tu as rempli. Et tu as déposé auprès de la secrétaire générale. Et pendant le NEC, on doit lire que voilà tel qui a déjà fait. Je prends l'exemple de la région du littoral, où nous sommes en train de préparer pour le 23 de ce mois, la conférence départementale, littoral et le Mungo Sud. Ils ont les frais de candidature à déposer. La date butoir, c'est ce mercredi. S'ils n'ont pas encore déposé, si une seule personne a déposé, c'est lui qui serait le candidat retenu. Parce qu'après avoir déposé et avec tes frais et qu'on ait vérifié et voir que non, jusqu'ici, tu n'as pas de dette ou ceci envers le parti, on confirme simplement ta candidature. Et alors, au niveau du littoral, nous avons des candidats qui disent qu'ils sont candidats, exemple comme les autres qui disent au niveau national, mais qui n'ont pas encore déposé. Mais hier, à la réunion que nous avons eue avec le sénateur, on a appris sur place qu'il y a déjà un candidat déclaré. Il a déjà déposé ses frais. Il a déposé ses frais de candidature et ses frais d'organisation. Voilà ce qu'on appelle candidat. Et alors, on ne peut pas directement dire que non, c'est fini, que c'est lui qui serait le régional. Non. Il y a une date butoir et on attend toujours que d'autres déposent des candidatures. Donc, je pense que jusqu'à présent, l'honorable aussi, nous prions qu'il dépose sa candidature parce que il a montré ses preuves pendant qu'il assumait l'intérim, qu'il était intérimaire. Pour moi, personnellement, il a montré ses preuves et s'il n'était pas là avec la santé du chairman, cette période-là qui dérangeait, qui devait conduire le NEC. Et ils ont bien conduit le NEC et actuellement les choses se passent très bien. Les renouvellements en bon train. Il a mis des personnes, il y a des personnes qui se sont prononcées pour aller gérer certaines régions en remplacement de ceux qui ne sont pas allés et qu'on a assigné des postes depuis des mois, ils ne sont pas allés. Donc, ça a freiné tout. Aujourd'hui, nous sommes en retard à cause de ces personnes-là. Donc, on a juste espoir que les choses vont aller d'un bon train et que d'ici le mois d'octobre, fin du mois d'octobre, on aura notre congrès. Alors, merci Nadège pour ces précisions. Il fallait bien que les téléspectateurs comprennent que Joshua aussi coopté, mais les candidatures à cette même présidence sont encore attendues et reçues au sein du parti. Alors, pour élargir le débat, Nadège, 2025, c'est bientôt le parti. À vous entendre parler, vous nous faites comprendre que le SDF se porte plutôt bien. Ce SDF qui fait peau neuve avec notamment le renouvellement des organes de base. Oui, ça sans vous mentir, pour ceux qui me connaissent, je suis sur le terrain. Et en tant que personne de terrain, tous les militants sont sur le terrain actuellement. La difficulté que nous avions avant, c'est qu'il y avait des personnes dans le parti qui, pour eux, si ce n'est pas eux qui disent « monte, tu ne montes pas, descends, tu ne descends pas ». Donc aujourd'hui, chacun se sent un peu libre de donner son temps, de donner tout ce qu'il peut pour que le parti avance. Parce que nous avons compris nos faiblesses. Nos faiblesses ici, c'est que nous avons oublié ce que nous appelions la social-démocratie, vous voyez un peu. Rentrer travailler avec la base. On a eu une classe qui ont réussi à être positionnés à certains postes de leadership et qui ont oublié la base. Ils ont oublié la base, par exemple, les syndicats des enseignants, les syndicats des travailleurs. Ils ont oublié. Ce sont ces classes ouvrières-là qui faisaient en sorte que les revendications portées plus haut avaient des solutions. Donc, aujourd'hui, nous avons compris cela. C'est pour ça que dernièrement, même l'honorable aussi toujours, excusez de revenir toujours sur lui, parce que c'est lui qui a, avec le professeur K2, qui ont initié une activité avec le syndicat des travailleurs. Parce que nous voulons remettre la politique au centre avec la population. Nous avons fait ce constat. Ça, c'est notre retro
que nous avons fait pour voir nos manquements. Et dans nos manquements, on s'est dit non, c'est écarté du peuple avec des personnes qui étaient à la tête et qui jouaient certainement à la suffisance et qui avaient oublié l'idéologie même du parti. Et la façon qu'ils avaient oublié, ça faisait en sorte que certaines personnes, certains militants se disaient, bon, ok, moi je reste tranquille, je dors. Comme lui, il est devant, il travaille. Mais aujourd'hui que les places ont été ouvertes, la possibilité donnée à n'importe qui de travailler, plutôt les gens se bousculent. Hein. On a même plutôt peur d'avoir tellement de candidats et que ça devient même difficile de les séparer. Mais comme nous sommes en démocratie, c'est le gagnant c'est le vainqueur qui gagnerait après les élections que chaque arrondissement ou bien chaque département ou chaque région va faire. Donc moi, je pense que ça va très bien au SDF. Pour 2025, dont vous parlez, à 2025, si vous voyez sur toutes les pages du SDF aujourd'hui, il y a le hashtag SDF is back, hashtag 2025. Voilà. Ça veut dire, les renouvellements que nous sommes en train de faire, c'est ça qui nous projette, c'est ça qui nous montre que le SDF est revenu, c'est ça qui nous montre que 2025 est devant nous et que nous sommes prêts à affronter cela, surtout si nous finissons avec notre congrès et les nouvelles personnes qui auront les responsabilités des différents... Quels sont les challenges, Nadège? Quels sont les challenges qui se présentent au futur nouveau chairman? Bon, s'il faut parler de challenge, je pense que le challenge peut encore, je peux dire, rester le même parce que au niveau du SDF, on n'a pas changé notre façon de faire. On n'a pas changé nos statuts. On n'a pas changé l'idéologie du parti. Donc, le challenge ici va rester le respect des statuts du parti, va rester ce que nous appelons le pouvoir au peuple et égalité de chance. Il faudrait que ce nouveau chairman-là sache concilier tout cela. Mais s'il faut parler d'une façon personnelle en tant que cadre du parti, en tant que coordinatrice des femmes pour la région du littoral, avant que je ne sois nommée, puisque dernièrement, on avait mis toutes les structures en coordination avant que je ne sois nommée membre de la coordination de gestion de la région du littoral. Je pense que pour le moment, s'il faut dire qu'on se prépare très bien. Au niveau même des femmes, il y a des femmes qui se sont déjà prononcées, même pour la candidature du thème, mais on attend juste qu'elles fassent la finalité. Ok. Le chapitre des dissensions semble être tourné au sein du parti aujourd'hui. Y aurait-il des chances de voir les membres radiés réintégrés, Nadège? Je ne vous comprends pas parce que je ne vois pas les membres qui ont été radiés du SDF. À ma connaissance, oui, c'est vrai. Les membres n'ont pas été radiés. Il y a une nuance. Il faut qu'on essaie de lever l'équivoque. Nous avons dans notre parti l'article 8.2. Cet article-là, c'est pour dire simplement, c'est un constat d'auto-exclusion. Vous voyez un peu. C'est le terme radié qui vous cause problème. Oui, parce que quand vous dites radié, c'est comme si on a dit, toi, sors, tu n'es plus du parti, non. Il s'agit plutôt d'une auto-exclusion. D'une auto-exclusion. Ça, c'est ce que définit l'article 8.2. Et quand tu t'auto-exclus, toujours le même organe, le NEC, fait le constat et fait comprendre à l'opinion, qui sont d'abord premièrement les militants, que voilà, tel n'est plus à marge des tests du parti. Il s'agit de ça. Alors, mais si tu es à marge du parti et que tu te réveilles un matin, tu te rends compte que tu as fait des erreurs, que vraiment tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça, tu reviens. Je ne vois pas comment te refuser de revenir. Je ne pense pas. C'est ouvert. L'honorable Joshua aussi l'a dit dernièrement, tout est ouvert
à tous ceux qui veulent revenir dans le parti. Mais je vous assure, moi, j'ai du mal à parler de ce sujet-là. J'ai du mal à parler de ce sujet parce que vous pouvez imaginer le chairman étant malade. Quelqu'un qui t'a façonné. Parce que rappelons-nous que bien avant, les gens n'avaient pas l'engouement du jeu politique. Et c'est le fait que certains ont vu d'autres subitement être soit maire, soit député, si vous voulez voir un peu, qui a poussé certains à s'intéresser à la politique, vous voyez. Et certains qui, moi je vais toujours dire chance, sont directement entrés et directement sont devenus des députés et autres sous le label du SDF, sous l'impulsion du dynamisme du chairman, et qu'un beau matin, toi qui dormais avec lui, qui mangeais dans un même plat avec lui, tu te lèves et tu le traînes en justice en tant que son conseiller juridique. Attends, vous me dites-moi, votre propre conseiller juridique vous traîne en justice. C'est pour qui vous défendent. Alors, quand tu poses ça, c'est pour ça que je vous dis, j'ai un problème avec cela. Quand tu es mon conseiller juridique, tu me traînes en justice pour qui me défende. Je suis malade, tu ne viens pas. Tu es mon conseiller juridique, je suis malade, tu ne passes pas. Je décède, tu ne viens même pas chez moi. Mon enterrement, même parce que même certains me voient, surtout quelqu'un de son âge, je suis sûr qu'il voit tout ce qui se passe. Je décède même, tu n'es pas à mon enterrement, ni à ma veille, ni à ceci, ni à rien. Pendant mon vivant, pendant que je suis encore à la mort, tu cours au tribunal. Madame, excusez-moi. On a compris que ce sujet est véritablement sensible. Oui, c'est vraiment sensible. On a une autre thématique. Je finis juste le point, ma parole. Allez-y. Donc, tu te rends compte, tu as ce problème-là, mais tu te couches à la mort, tu as un rendez-vous au tribunal par rapport à un problème que tu m'as porté et je suis à la mort. Tu arrives au tribunal, le juge lui-même dit, le chairman est encore couché à la mort. Il reporte pour autre fois. Vous dites non, on va débattre. Et il est mort. Lui qui est le condamné, lui qu'on a accusé, le mort parle. Non, mais c'est un peu désolant. Donc, s'ils veulent revenir, ou bien si des gens veulent revenir, je pense que les portes sont ouvertes. D'accord. Ils passent par le bon chemin. On va sortir par cette question. Que doit-on attendre du congrès qui est probablement prévu pour le 28 et le 29 octobre prochain? Simplement que les gens déclarent leur candidature à temps, ils payent leur caution, ils font leur campagne, et puis que le nouveau chairman soit élu et que les fonctions soient partagées à chacun, et puis le parti continue parce que le challenge, c'est pour quelques mois. Parce que s'il faut dire année, ça serait loin de 2025. Mais nous disons mois au SDF. C'est pour ça que les jours courent chez nous. Et nous pensons que le congrès viendrait remettre les pendules à l'ordre et puis les choses vont continuer. D'accord, on va clôturer cette thématique. On va parler d'autres choses. Une autre décision nous intéresse ce midi, je vous le disais à l'entame de cette émission, c'est celle du MINSEC relative aux frais de dossier des examens relevant de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Ceci passe de 9 500 francs CFA à 12 000 francs CFA, suscitant le courroux au sein de l'opinion publique. On en parle juste après cette transition. Alors, Nadège, après l'augmentation des frais d'inscription du certificat d'études primaires et du concours d'entrée en 6e relevant du ministère de l'Éducation de base, autant pour moi, c'est au tour du MINSEC d'entrer en scène avec une nouvelle augmentation. Ces frais qui passent de 9 500 francs à 12 000 francs CFA. Comment comprendre? C'est terrible. Regardez, j'ai même un peu les larmes aux yeux parce que quand j'ai vu même votre thématique, j'ai dit pourquoi même en parler parce que ce pays, dans notre pays, je pense que tout est mis en œuvre pour que le bas peuple puisse s'asphyxier totalement. L'office de baccalauréat, à ma connaissance, c'est un ministère qui est régi par le gouvernement. Je pense qu'il y a un budget pour ce gouvernement. Pour ce ministère-là. Je ne comprends même pas déjà pourquoi, ayant un budget, ils ont encore ces frais d'examen qu'ils exigent aux gens. Ils asphyxient les parents.
voyez un peu. L'APE est déjà augmenté. Et il quitte, déjà même quand c'était à 9 000 francs, je vous assure, il y a des enseignants qui se sont toujours plaints parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes d'où ça va, où vont ces fonds-là. Si vous prenez par exemple, disons en revenant sur les 19 000, sur les 12 000, disons, non, rentrons dans l'ancien qui était 9 000, avant d'aller sur ceci. 9 000, disons fois 70 000 élèves. Imaginez combien ça va donner. À cette époque-là, je vous assure, les enseignants qui vont corriger, on les paye en retard, 2 mois après, 3 mois après. Parfois, même d'autres te disent même qu'on cumule et c'est 1 an après qu'on les paye. Où va cet argent-là? Et qu'on se mette maintenant à augmenter, est-ce qu'on a regroupé les enseignants pour leur dire on va augmenter? Est-ce qu'on a regroupé les parents pour dire on va augmenter? Ils se sont levés tout d'un coup et je pense que c'est le 12. Donc même après... La ministre a appelé à la sensibilisation des parents. Je cite, la sensibilisation des parents. À quelle période? Le 12 septembre. Madame, vous-même, nous sommes le 12 septembre. L'école a repris le 4 septembre. Le parent a déjà forgé dans sa tête l'année scolaire. C'est un truc. Subitement, on vient demander de les sensibiliser qui vont payer 12 000. Déjà même que l'APE ne les laisse pas. Finalement, moi, je ne comprends pas d'où on veut que... La conjoncture économique a-t-elle été prise en compte? C'est ce que je vous pose comme question. Les enseignants, mais moi, vraiment, c'est... Je vous ai dit tout à l'heure que le SDF a pensé rentrer à la base, vous voyez un peu. On pense que dans les années antérieures, il fallait travailler avec les syndicats. C'est pour ça qu'on a commencé avec le syndicat des travailleurs. Si le syndicat des enseignants, ils ont commencé avec les OTS la dernière fois, c'est parce qu'il leur est arrivé en chemin pour qu'ils ont baissé les bras. Peut-être s'ils n'avaient pas baissé les bras, on ne devrait pas se retrouver à 12 000 francs qu'on est en train d'augmenter aujourd'hui. Ce syndicat-là doit se réveiller. Ce syndicat qui se plaint que quand on va corriger, on ne nous paye même pas. On nous paye des mois après, on nous paye des années après. Mais ma chérie, et continue à aller signer. Donc, si le syndicat, les enseignants décident carrément vraiment qu'il n'y aura pas école, ça c'est la meilleure. S'ils décident qu'il n'y aura pas école... Lorsque vous le dites, ça embrasse sur la question que j'avais envie de vous poser. On a d'un côté des parents en colère face à cette nouvelle augmentation et on a de l'autre la ministre du tutelle qui indique garantir par cette nouvelle augmentation, garantir le meilleur déroulement, la meilleure organisation des examens. Quel peut être l'impact sur les apprenants? Quel peut être l'impact de cette situation sur les apprenants? Vous avez parlé du fait que si les enseignants décident aujourd'hui de ne pas corriger, parce que c'est un fait, le retard de paiement des frais, le retard de paiement de ces enseignants qui sont en charge de la correction des examens. Qui peut peut-être lui pousser à augmenter. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais ça a tort. L'État d'abord finance ce ministère. Est-ce qu'il y a un autre ministère en dehors de ce ministère-là que l'État a un fonctionnement pour ce ministère-là? L'État déjà fonctionne. Les impôts que les parents payent, et ceci et cela qui payent. N'est-ce pas, c'est ça qui en fait finance ce ministère? Comment encore les mêmes parents qui ont les CNPS qu'on coupe, les ceci qu'on coupe, les impôts qui payent, je ne sais pas, tous les charges qui sont que les parents non fonctionnels ou bien n'importe qui travaille avec, si le salaire minimum était même respecté, tout ce qu'on coupe aux parents là, c'est ça qui en fait devrait être le salaire de ces enseignants qui partent corriger. Il ne faudrait pas encore qu'on ait asphyxié les parents de donner l'argent pour payer. Madame, je vous pose une question. Allez-y. Quand on donne ces 9 000 francs là, comme l'année dernière, et c'est eux qui ont fixé les 9 000, ils n'ont pas payé, ils ne payent pas à temps. Qu'est-ce qu'ils font donc? Est-ce qu'ils ont donné un bilan? Avant d'augmenter, est-ce qu'ils nous ont envoyé, aujourd'hui c'est sur les réseaux sociaux que tout le monde parle, est-ce qu'ils ont envoyé le bilan de la gestion des 9 000 qu'ils ont pris les années antérieures et montré l'insuffisance? Non, je ne pense pas qu'ils l'ont fait, à ma connaissance.
il faudrait déjà qu'on nous donne le bilan. Je me souviens, il y a des années où on payait les frais de tout ça là dans les 2500, 3500. Mais on payait, les gens ne se plaignaient pas. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à 12 000 francs. Et on demande ça aux parents au mois de septembre, après qu'il a commencé l'année. Pourquoi on aille où? Là, ils ont un agenda caché, c'est tout ce que je peux dire. Et moi, c'est où je pense que le SDF doit encore jouer plus son rôle. Après le syndicat des travailleurs avec lequel nous avons fait 3 jours de séminaire pour trouver les problèmes, les mots qui ruinent ce corps de métier, nous allons rentrer maintenant vers les enseignants pour que les enseignants, eux aussi, s'asseyent et vraiment qu'on dégage les mots. Le Nord Djemeni a commencé avec ça dans le Mongo Sud. Il a regroupé les enseignants une fois, pas maintenant, et essayer de comprendre les mots qui minaient leur milieu pour pouvoir trouver une approche favorable pour la population. Mais aujourd'hui, donc, on est en train de chercher les solutions pour alléger déjà les coûts des pensions dans les lycées et les écoles publiques. On nous dit encore que les frais d'examen doivent augmenter encore de coûts. Finalement, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on ne va pas se dire que cette augmentation des frais est-elle en accord avec, on va dire, les tendances observées dans les autres pays, car de nombreux pays ont procédé à cette augmentation des frais d'examen? Madame, je pense que ça sera à tort que subitement dans notre Cameroun que nous vivons actuellement, qu'on puisse imiter d'autres pays pour nous faire fonctionner jamais. Nous avons nos réalités ici. Okay. Il y a les réalités du Cameroun. Il y a les écoles publiques actuellement qu'il n'y a pas de banc. Vous allez dans un lycée, hein, ils sont par exemple 10 dans un petit banc, ils sont 100 dans une salle de classe. Allez vérifier. Donc, ils sont en train de faire leur fonds de commerce. Ça, c'est un fonds de commerce. Les infrastructures écolières, est-ce que les infrastructures écolières ont un lien avec les frais d'examen? On peut faire mais s'ils ont déjà au moins tous les frais qui prennent presque 50 000 francs dans un lycée, 43 000, tout ça là. S'ils ont déjà ça c'est suffisant. Il y a au moins des milliers. Quand vous êtes dans un lycée où il y a par exemple de la 6e, il y a 7 classes de 6e. Vous voyez un peu. Avec minimum 100 par classe. Imaginez le nombre d'élèves. Et qui payent par exemple, disons, 40 000 francs de pension. Pourquoi demander encore les frais d'examen? Où va tout cet argent-là? Il y a un problème. Il y a un problème qu'ils essayent de nous expliquer, pas d'envoyer les notes, de faire une conférence. Ils font des colloques parfois qui viennent dans un média comme le vôtre, ils s'asseyent, ils expliquent aux parents, voilà pourquoi nous sommes en train d'augmenter, voilà les manquements que nous avons eus, voilà. S'ils le font avec explication, on va comprendre, on va adhérer. Mais subitement, pas voilà la note et on dit qu'on doit sensibiliser. Sensibiliser qui? De quelle façon? Donc on va aller dans les villages là, aller toquer les portes des mamans pour leur dire que la pension, les frais d'études ont augmenté, chaque maman a augmenté. Augmente aussi les prix de ta marchandise au quartier. Non, mais c'est faux. On se moque de nous. C'est pour ça que le peuple doit comprendre que la seule façon de sortir dans ça, c'est avec la social-démocratie, madame. Et la social-démocratie, c'est le SDF qui incarne ça. Le fédéralisme dont nous prenons, c'est ça la solution à tous ces problèmes-là. Parce que chaque région, chaque arrondissement, chaque ceci ont des réalités. Je vous donne un exemple très simple. Pendant notre réunion avec le sénateur avant-hier, il était question d'organiser nos départements, les régions, les réunions des départements. Et voilà, le département du Mongo, le département du littoral, pendant qu'on a mis les frais de candidature à un certain montant pour tout le monde, les gens du Mongo se sont levés, ils ont dit non, nous dans le Mongo, on a tel problème, on a telle ceci, on a tel cela. Nous ne pouvons pas payer le même montant que ceux du Vouri. Et à l'unanimité, on a compris qu'ils ont justifié et on a coupé. Mais si justifié, on coupe. Ça veut dire que le fédéralisme est ce qu'il nous faut. Chaque arrondissement ou bien chaque région a ses réalités. Et par là, on va trouver les solutions. Que ce ministre-là essaye de sous-soi même déjà ce qu'elle a dit
et de revenir sur les 9 000 et expliquer le manquement qu'il y a dans les 9 000. On a compris. Nadège, nous sommes arrivés. Vous avez beaucoup de choses à dire sur cette thématique, mais nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci à vous et au plaisir. Bien des choses dans vos activités au sein du SDF. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre rétrospective de la semaine. Donnons-nous rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 12h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.